Le Bitcoin, pendant longtemps, c'était un truc de geek, de passionnés de technologie ou de spéculateurs un peu audacieux. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il s'invite carrément dans les coffres-forts des plus grandes entreprises. Il est passé d'un actif de niche à une vraie pièce maîtresse de leur trésorerie. Alors comment on en est arrivé là? Et surtout, quels sont les risques de cette nouvelle ère? Pour bien comprendre cette transformation, il faut d'abord prendre la mesure du phénomène. Plus d'1 million. Oui, oui. C'est la quantité juste hallucinante de Bitcoin qui sont aujourd'hui détenus par des entreprises cotées en bourse. On ne parle plus d'une petite expérience là, c'est une véritable vague d'adoption. Pour se donner une idée, ça représente à peu près 5% de tous les Bitcoins qui existeront un jour. C'est énorme. Bon, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces boîtes misent aussi gros sur le Bitcoin? La réponse, et c'est ça qui est fascinant, elle ne se trouve pas dans les salles de marché ou les rapports financiers, non, elle est cachée au cœur même du code du Bitcoin. Alors la clé de tout ça, ça se résume en un mot, la rareté. Mais attention, ce n'est pas une rareté comme celle de l'or qu'on trouve dans le sol, non. Celle-ci, elle est programmée. Elle est inscrite dans l'ADN même du Bitcoin grâce à un mécanisme bien particulier qu'on appelle le halving. Et c'est justement ce choc sur l'offre totalement prévisible qui fait de l'œil aux grands investisseurs. Le halving, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un événement qui est programmé dans le code et qui se déclenche automatiquement tous les 4 ans, à peu près. À chaque fois, la récompense pour les mineurs qui créent de nouveaux blocs de Bitcoin, eh bien, elle est coupée en deux. Pensez à une mine d'or numérique et imaginez que tous les 4 ans, la production de cette mine soit automatiquement divisée par deux. L'or qui en sort devient donc de plus en plus rare. C'est exactement la même logique pour le Bitcoin. Et si on regarde la chronologie, c'est très concret. En 2012, la récompense, elle passe de 50 à 25 bitcoins par bloc. Hop, divisé par deux. En 2016, on passe à 12,5. En 2020, on tombe à 6,25. Et là, tout récemment, en 2024, on est descendu à seulement 3,125. À chaque fois, c'est comme si on fermait un peu plus le robinet qui crée les nouveaux bitcoins. L'offre se raréfie, c'est mathématique, c'est inéluctable. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde l'historique des prix. Après le halving de 2012, le prix a fait, tenez-vous bien, plus 9600%. C'est juste fou. En 2016, on a eu plus 2910%. Et en 2020, encore une augmentation de presque 700%. Bon, face à des chiffres pareils, on comprend tout de suite pourquoi les grosses institutions financières se sont dit « il se passe quelque chose ici, il faut qu'on regarde de plus près ». Voilà, c'est ça, le cœur du sujet. Cette rareté, qui est prévisible, qui est mathématique, c'est ça l'appât qui attire les gros poissons, les gros capitaux. C'est un monde à part par rapport aux monnaies classiques, où les banques centrales peuvent décider d'imprimer plus de billets. Avec Bitcoin, les règles du jeu sont connues à l'avance, elles sont immuables et tout est transparent. Et cette prévisibilité, cette rigueur mathématique, ça a été comme un immense signal lumineux pour une toute nouvelle catégorie d'investisseurs. On peut dire que c'est fini, le temps où Bitcoin était juste l'affaire de quelques particuliers. L'arrivée des institutions, eh bien ça a complètement changé les règles du jeu et toute la dynamique du marché. Et ce tableau, il illustre parfaitement ce changement. Avant, le marché était mené par des particuliers, des spéculateurs qui jouaient sur la volatilité, les mouvements de prix rapides à court terme. Aujourd'hui, les analyses le montrent. Ce sont les tendances de fond, sur le long terme, qui prennent le dessus. Et ça, c'est la signature des institutionnels, des gros joueurs qui ont des moyens financiers colossaux et qui ne sont pas là pour un coup rapide, mais pour une stratégie à long terme, basée justement sur cette fameuse rareté. Et ce phénomène a même créé une nouvelle catégorie d'entreprises. On les appelle les sociétés de trésorerie d'actifs numériques ou DAT. C'est assez simple à comprendre, ce sont des boîtes cotées en bourse, mais leur business principal, leur stratégie, c'est d'accumuler un maximum de crypto-monnaies. Du coup, leurs actions en bourse deviennent une sorte de substitut, un proxy, comme on dit. Acheter leurs actions, c'est un peu comme acheter indirectement les cryptos qu'elles possèdent. Et quand on regarde l'ampleur de leur trésor de guerre, c'est juste vertigineux. Stratégie, l'ancienne MicroStrategy, est loin devant, avec plus de 640 000 bitcoins. Mais il y en a d'autres, comme Metaplanet ou même Tesla, qui en détiennent des dizaines de milliers. On ne parle plus de petits investisseurs là. Ces entreprises sont devenues des véritables baleines, des géants qui peuvent faire bouger le marché. Du coup, pour les investisseurs, ça ouvre une nouvelle porte, une nouvelle façon de s'exposer au Bitcoin sans avoir à acheter l'actif directement. On achète simplement leurs actions. C'est une exposition indirecte, bien plus simple, sans avoir à se soucier de la complexité technique, de la sécurité des clés privées, etc. Et cette connexion, elle est incroyablement forte. Jugez plutôt, 94,3%. C'est le taux de corrélation entre le cours de l'action de Strategy Inc. et le prix du Bitcoin. En clair, ça veut dire que quand le Bitcoin monte, l'action monte. Quand le Bitcoin baisse, l'action baisse. Le destin de l'entreprise est presque totalement soudé à celui du marché crypto.
Le truc, c'est que ces actions offrent une exposition au Bitcoin avec ce qu'on appelle un effet de levier. Quand le marché monte, c'est génial. Les gains sont amplifiés, parfois de façon spectaculaire. Mais, et c'est un gros mais, c'est une arme à double tranchant. Parce que quand ça baisse, les pertes aussi sont amplifiées. Et justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe quand le vent tourne, quand le marché se retourne? C'est là que le beau mécanisme s'enraye et que le risque amplifié de ces trésoreries d'entreprise devient une menace bien réelle. D'ailleurs, une étude récente le dit très bien, je cite: lorsque les crypto-monnaies entrent dans un marché baissier, la capitalisation boursière de l'entreprise peut chuter de manière encore plus spectaculaire. C'est exactement ça. Le même effet de levier qui a servi de fusée pour propulser l'action vers le haut se transforme en enclume qui l'entraîne tout droit vers le bas. Et là, la menace devient carrément existentielle pour l'entreprise. Imaginez, dans un marché baissier, il peut arriver que l'action se mette à valoir moins que la valeur des bitcoins que la société possède. C'est fou, non? Ça veut dire que le marché ne donne aucune valeur à son business. Pire, il lui donne une valeur négative. Et là, c'est toute leur stratégie qui s'effondre. Impossible de lever de l'argent pour acheter plus de crypto. D'ailleurs, ce n'est pas de la science-fiction. Ce scénario catastrophe, il est déjà arrivé à plusieurs de ces boîtes pendant le gros bear market de 2022. Alors, au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir du Bitcoin? Eh bien, ça nous montre clairement un marché qui est en train de mûrir, de grandir, mais cette maturation s'accompagne de toute nouvelle dynamique et de tout nouveau risque. Si on devait résumer les points essentiels à retenir, ce serait ça. D'abord, la rareté programmée du Bitcoin, ce fameux halving, c'est ce qui attire les entreprises comme un aimant. Ensuite, on voit bien que le marché change. On passe de la pure spéculation à court terme à de vraies stratégies institutionnelles sur le long terme. Troisième point, ces fameuses sociétés DAT, c'est une nouvelle façon d'investir, oui, mais avec un effet de levier énorme, et donc des risques qui vont avec. Et enfin, l'arrivée de ces gros joueurs change la donne, en apportant de nouvelles dynamiques, mais aussi des risques pour tout le système qu'on ne connaissait pas avant. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question, une question fondamentale. En se faisant adopter par le monde de la finance d'entreprise, est-ce que le Bitcoin n'est pas en train de perdre son âme, son côté rebelle des débuts? Est-il en train de devenir tout simplement un actif financier comme un autre? C'est peut-être ça le grand paradoxe de cette nouvelle ère pour la plus connue de toutes les crypto-monnaies.